Değerli izleyiciler, Avrupa Parlamentosu'ndan sizlere merhaba diyoruz. Biz Avrupa Parlamentosu'ndayız ama misafirimiz Avrupa Parlamentosu Sol Grubu Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Fransız parlamenter ve Humanite gazetesinin genel yayın direktörüdür. Bu vesileyle konumuz ağırlıklı olarak Avrupa Parlamentosu'nda ziyade Fransa'da uzun zamandır sosyal, daha doğrusu sendikaların öncülüğünde iş hak, çalışma koşulları, iş şartları için bir protestolar silsilesi, yani pek çok yürüyüş, protestolar var. Uzun zamandır bunlar süre geliyor. Bunların etkileri, amaçları, talepleri nedir? Protesto edenlerin, zira çok uzun zaman oldu. Biz bunları soracağız. Ne hedefleniyor? Hükümetin amaçladığı nedir? Bunları tek tek sizlere aktarmaya çalışacağız. D'abord, soyez bienvenue sur notre plateau, Monsieur le vice-président du groupe gauche, Monsieur Patrick Le Hirac. Bonjour. Et donc, comment on peut résumer ou faire comprendre en fait les mouvements syndicaux qu'en France, depuis assez longtemps, il y a des manifestations, des protestations, en fait, partout, et ça perdure, ça perdure. Donc, on a dit pour les conditions de travail, est-ce que c'est que ça? Quel est le fondement de cette protestation qui vient de base? Quels sont en fait les enjeux principaux de cela? Le fond, c'est que le gouvernement, après avoir fait déjà un certain nombre de contre-réformes au service exclusif des puissances d'argent, des grandes sociétés, a entamé une réforme du Code du travail. Et c'est cette réforme du Code du travail qui est le déclencheur d'un mouvement aujourd'hui qui, je pense, couve depuis un moment, qui est la manifestation des insatisfactions, du fait qu'on a refusé d'augmenter les rémunérations depuis le début du quinquennat, le fait que le chômage augmente, la précarité augmente, la pauvreté aussi. Et là, c'est un cran supplémentaire qui est en train de se passer puisque on veut aujourd'hui donner la possibilité aux entreprises de faire leur propre droit du travail à l'endroit où elles emploient les salariés et non plus une loi qui régit la vie, les conditions de travail pour l'ensemble du pays. D'une manière concrète, quand on dit les conditions de travail, dans quelle mesure il vise quoi? En anglais on dit flexibilité, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, parce qu'on va demander aux salariés aujourd'hui d'accepter des conditions que fixent les employeurs. Par exemple, en durée de temps du travail. Nous avons une durée légale du temps de travail en France à 35 heures, mais on va demander d'accepter cela via le contrat et non plus via la loi. C'est-à-dire c'est un contrat local entre l'employeur et le salarié qui est employé. Et donc évidemment, ça change un certain nombre de choses et ça pousse à ce que vous dites, à la flexibilité. Un employeur, il utilisera tous les moyens à sa disposition pour obtenir ce qu'il veut, puisqu'il fera miroiter soit la délocalisation de son entreprise, soit la mise au chômage des salariés. Et donc, le rapport de force va être contre le salarié, va être en défaveur du salarié. Au moment où le gouvernement socialiste est venu, en fait, l'opinion publique attendait la participation de votre mouvance politique. Pourquoi? Parce que
vous, pas personnellement, mais la gauche dite radicale ou la gauche communiste a appelé de voter pour le président en fait, de la République. Mais il y avait, comment dirais-je, c'est comme si rien ne s'est passé. Comment cela a, comment dirais-je, a eu un impact sur votre formation et celle qui gouverne actuellement? Mais nous sommes d'accord de participer à un gouvernement. Mais nous ne pouvons participer à un gouvernement que s'il met en œuvre des réformes progressistes, s'il améliore la situation des gens. S'il n'améliore pas la situation des gens, s'il ne fait pas reculer le chômage, s'il ne répartit pas autrement les richesses pour donner plus de pouvoir d'achat aux gens, s'il ne développe pas une grande politique de développement agricole, de développement industriel, et s'il ne défend pas les services publics, nous ne pouvons pas participer à un tel gouvernement. Nous avions appelé à battre le précédent président de la République, M. Sarkozy, et appelé à choisir plutôt le candidat qui représentait, il était le seul en lice, c'est nos institutions qui le veulent, qui représentait la gauche. Mais nous l'avons fait sans illusion et nous l'avons fait dans le cadre d'un rapport de force au Parlement qui ne nous est pas favorable, puisque nous avons un groupe parlementaire de 15 parlementaires, mais ce n'est pas suffisant pour créer un rapport de force pour faire des lois qui soient favorables aux gens. Donc dans ces conditions, nous n'allions pas participer à un gouvernement. Qu'est-ce que cela a comme conséquence pour nous? Je ne le sais pas exactement. Ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a un maintien aujourd'hui des forces que nous représentons. Elles ne progressent malheureusement pas. Il y a une baisse considérable du parti du président de la République, au point qu'on peut se trouver dans une situation inquiétante à l'occasion des prochaines élections présidentielles, puisque cette politique-là fait monter considérablement l'extrême droite et donne des gages à la droite. Rappelons que la loi dont vous parliez tout à l'heure, la loi dite sur le travail, c'est une loi qui emprunte beaucoup aux thèses de la droite. Quel est en fait actuellement, comment c'est perçu en fait dans l'opinion publique? On dit la majorité soutiennent en fait les manifestations, mais on dit aussi le contraire. Pouvez-vous nous éclairer plus sur ces aspects-là? Quels sont les syndicats qu'ils défendent et quels sont les syndicats qui ne participent pas à cette manifestation? Il y a 7 organisations syndicales, plus les organisations de jeunesse qui soutiennent le mouvement contre cette loi-là. Il y a un syndicat principalement, la CFDT, qui est pour l'application de cette loi, qui est pour le vote de cette loi. Qui est plutôt pro-gouvernemental, théoriquement, historiquement on dit. Qui défend la loi, quoi, qui défend la loi. Je ne le qualifie pas comme pro-gouvernemental. Non, historiquement en parlant. Ils sont pour l'application de cette loi et ils sont pour la modification, notamment d'un principe que nous avons en France, où la loi prime sur le contrat local d'entreprise. Aujourd'hui, c'est le contraire qu'on veut faire, et on veut le faire sous couvert de démocratie, en tentant d'expliquer que c'est la meilleure façon de faire parce que ça permet des accords d'entreprise. Mais l'accord d'entreprise seul va à l'encontre de la force d'une branche professionnelle, par exemple, ou d'un secteur économique. Donc, du point de vue syndical, c'est cela la situation. D'un point de vue des gens, toutes les enquêtes d'opinion continuent de montrer
qu'entre 68 et 75% de la population française est contre la loi. C'est-à-dire qu'il y a une majorité des gens contre cette loi. La majorité des gens contre cette loi, donc qui soutiennent en fait, ou même qui donnent raison en fait à ces mouvements populaires de base. Oui, on peut dire qu'ils donnent raison sans forcément y participer physiquement au mouvement aujourd'hui, oui. Est-ce qu'on peut dire actuellement nous sommes dans un échec de négociation vu que ça perdure depuis quand? Ça dure depuis plus de 4 mois. Oui, on peut dire que c'est un échec des négociations, mais vous savez, ça a été préparé depuis très longtemps par des experts qui ont remis des rapports, des experts, des économistes, des juristes qui ont remis des rapports, soit au président de la République, soit au Premier ministre. Mais la négociation, le débat avec les organisations syndicales que le gouvernement devrait représenter, puisqu'il est issu de la gauche, cette discussion-là n'a pas eu lieu. Il y avait une proposition du président de la République qui était de dire que, pendant qu'il était candidat encore, elle consistait à dire qu'il faudrait une sécurité sociale professionnelle des salariés. C'était une proposition de la Confédération générale du travail. Il aurait dû conserver cette proposition et mettre en œuvre cette proposition. Parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas la sécurité sociale professionnelle. Il va créer une insécurité sociale professionnelle. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, il y aurait pu y avoir une discussion de fond sur cette proposition-là et à partir de là élaborer, oui, une loi adaptée aux conditions du développement des activités économiques d'aujourd'hui et aux nécessités de demain. Parce que dans la sécurité sociale professionnelle, on inclut une donnée extrêmement importante qui est celle de la formation des salariés tout au long de la vie. Les révolutions industrielles, les révolutions numériques, la révolution écologique qui est à l'œuvre, même la révolution démographique qui est à l'œuvre, oblige chacune et chacun d'entre nous à se former tout du long de sa vie pour changer de métier, pour évoluer, pour gagner en qualification, pour évoluer dans sa propre activité. Et ça, effectivement, ça aurait été une loi moderne, mais c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. Pour mieux comprendre, en fait, quelle est la place des syndicats en France, le mouvement syndical? Du point de vue de la syndicalisation en France, il y a depuis plusieurs années maintenant une difficulté parce qu'il n'y a que 7% des salariés qui sont syndiqués. Ceci dit, les organisations syndicales dans des élections professionnelles représentent l'ensemble des salariés dans leur diversité. Les organisations syndicales, d'ailleurs, sont diverses entre elles. L'organisation syndicale qui reste majoritaire aujourd'hui est la Confédération générale du travail, la CGT, et l'organisation qui est seconde, c'est la CFDT. Vu de l'Europe, en fait, du Parlement européen, vous êtes membre de la Commission de l'emploi et des affaires sociales. Quelle est la situation en Europe? Bon, bien sûr, maintenant tout le monde parle de la Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne, surtout concernant les chartes sociales qui inclusaient les droits, les droits collectifs, parce que ça touchait dans le domaine social, syndical aussi. Quelle est la situation? Qu'est-ce qu'on discute actuellement dans votre commission? On discute de choses qui ne sont pas d'une grande importance. Par exemple, pour revenir à cette fameuse loi sur le travail, vous dites la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne et l'Italie ont quelque chose en commun. Ils donnent des jobs à 1 euro, aux jeunes.
la France comme l'Espagne font la même réforme de droit du travail. Et donc dans nos commissions... C'est pas encore acté, ces réformes. En Espagne, elle est faite, oui, et en France, elle est en cours de votation aujourd'hui. Et donc, il n'est pas... En tout cas, la volonté aujourd'hui du gouvernement, du Premier ministre, c'est de faire cette loi-là, qui est conforme aux orientations de la Commission européenne. Or, notre Commission de l'emploi et des affaires sociales devrait traiter de ces questions-là, précisément pour sécuriser le droit du travail, pour donner une sécurité professionnelle, pour donner la possibilité de se former, devrait lancer un grand projet pour les jeunes. Nous avons un projet aujourd'hui qu'on discute à notre commission, qui est mis en œuvre, mais qui est un peu insuffisante aujourd'hui, qui est la garantie jeunesse. De même, pour combattre ce qu'on appelle le dumping social à l'intérieur de l'Union européenne, il serait indispensable de reviser rapidement ce qu'on appelle la directive des travailleurs détachés, qui permet à des salariés d'autres pays européens d'aller travailler dans un autre pays, mais avec la protection sociale de leur pays d'origine. La question du dumping social, la question de l'harmonisation sociale vers le haut devrait être à l'ordre du jour du Parlement européen, de la Commission de l'emploi, de la Commission et du Conseil européen. Donc ce que vous souhaitez en fait au sein de cette commission, mais qui bloque ces avancées, c'est que les conservateurs? Les conservateurs, c'est sûr. Le Conseil, qui n'est pas pressé... qui représente les États? Oui, autour de la table, il y a les chefs d'État et de gouvernement. Il n'est pas pressé de faire l'Europe sociale. L'Europe sociale, aujourd'hui, c'est une coquille à peu près vide. Et donc, le fait qu'on ne s'engage pas dans ces projets-là n'est pas le seul fait de notre commission. C'est le fait qu'il y a des orientations aujourd'hui qui visent à ne pas progresser vers l'Europe sociale. Or, cette question-là, elle est à l'ordre du jour. Seulement, est-ce que les institutions européennes, telles qu'elles fonctionnent et tels que sont leurs objectifs en vérité, est-ce qu'ils sont décidés à le faire? J'en doute beaucoup. Je veux passer à un autre sujet qui vous tient à cœur, la fête de l'humanité qui est connue chaque année, en fait depuis des décennies, hein, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous informer sur cet grand événement, pour vous surtout, à Paris? Elle aura lieu les 9 et 10, 11 septembre prochain, à proximité de Paris, effectivement. Elle va être une fête de la solidarité internationaliste et de la paix, parce que nous ne pouvons pas laisser se déployer ce paysage sanglant devant nous, avec les attentats qu'on a connus à Istanbul, qu'on vient de connaître à Daca, qu'on a connus ces jours derniers en Irak, à Bagdad notamment. Et puis, désormais, sur plusieurs points de la planète et en Europe. Donc la question de la solidarisation des peuples, de la solidarité internationaliste contre les fauteurs de guerre, je crois qu'elle est posée de plus en plus. Et là-dedans, évidemment, se posent des questions extrêmement importantes. On ne peut pas laisser aujourd'hui l'Union européenne faire ce qu'elle fait avec M. Erdogan. On va lui donner de l'argent pour qu'il fasse de la Turquie une sorte de réservoir ou une sorte de prison à ciel ouvert pour des réfugiés qui ne pourront pas venir vers l'Europe. Pour le moment, le Parlement a bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué, mais c'est quand même cela qu'on fait. On ne peut pas non plus laisser cet autocrate
faire ce qu'il fait, le choix qu'il fait à propos des Kurdes. Et donc, nous allons redire à la fête de l'humanité notre solidarité avec les Kurdes. Et aussi poser la question du rôle de l'Union européenne aujourd'hui dans le monde. Elle devrait jouer un rôle de reconnaissance des peuples, de solidarisation des peuples et des citoyens, et puis lancer vers le Proche et le Moyen-Orient et aussi l'Afrique, à mon sens, un grand projet de co-développement durable. L'Union européenne devrait se tourner vers le Sud dans l'intérêt de la paix, dans l'intérêt de la justice sociale et de la démocratie, en promouvant la démocratie. Et donc, de ce point de vue, la fête va être un grand enjeu au moment où il y a ces événements-là, et puis en même temps, on sent dans le monde des tentatives des citoyens, quand ils sont appelés à voter, des peuples, de sortir de la gangue qui leur est imposée aujourd'hui. Ce qui se passe de ce point de vue, par exemple aux États-Unis, avec la campagne électorale et le succès que connaît Bernie Sanders, c'est intéressant. Ce qui s'est produit en Espagne ces jours derniers, après le Portugal et la Grèce, est intéressant. Donc il y a quelque chose de nouveau à inventer, un processus démocratique nouveau pour que les peuples reprennent leur destin en main. Et la fête de l'humanité, en quelque sorte, ça sert aussi à ça, ça sert à se détendre évidemment, à passer des bons moments ensemble, mais ça sert aussi à débattre des grands enjeux mondiaux, qui soient des enjeux sociaux, des enjeux de paix, de démocratie ou les enjeux écologiques. En fait, j'ai qualifié la grande fête humanité. Pouvez-vous nous décrire un peu, parce que il y a combien de personnes chaque année qui viennent, depuis quand, et aussi qu'est-ce qu'on peut trouver pour les gens qui n'ont jamais été présents lors de cette fête? En nombre de personnes, ça représente à peu près 500 000 personnes qui viennent sur les 3 jours, sur un grand espace d'à peu près 70 hectares que nous occupons. Il y a un village du monde où se retrouvent presque 130 pays, 130 représentants des pays. Il y a des nations, des peuples, voilà, des représentants de journaux, des représentants de forces démocratiques ou progressistes, les ambassadeurs de nombreux pays qui viennent également, des grands espaces de débat, des grands concerts, des espaces culturels comme un espace théâtre, un village du livre. Des centaines, on parle, n'est-ce pas? Comment? Des centaines de différents stands, etc. De stands, il y a 450 stands. Mais il y a des espaces à la fois de débat, des espaces culturels, des espaces sport, des grands concerts, parmi les meilleurs concerts qu'il y a en Europe en ce moment. Et donc c'est une fête au sens plein du terme, qui est à la fois une fête populaire, mais une fête de débat, une fête qui prépare aussi des combats, une fête qui permet des rencontres et puis de discuter, de dialoguer pour préparer des propositions neuves et des combats à venir. Pour les jeunes, pour donner l'envie de participer, pouvez-vous nous dire quelques mots pour les jeunes? Les jeunes, ils sont intéressés par tout ça. Les jeunes sont intéressés par le cinéma, comme la culture, comme ils sont intéressés par les concerts et comme ils peuvent être intéressés par des débats, puisque on va créer des conditions pour que ce qui s'est expérimenté ces derniers mois à Paris avec Nuit debout, on va aussi l'expérimenter dans la fête en donnant la possibilité d'une parole libre dans la fête, une parole pour construire autre chose, pour construire le changement du monde. Pour peut-être donner un peu plus de détails, le prix de rentrée, est-ce que c'est par jour, etc. Le prix d'entrée, on peut prendre son bon d'entrée pour les 3 jours, c'est-à-dire si on le prend maintenant sur les systèmes, sur les réseaux sociaux et la FNAC, pour 30 €, on rentre à la fête. Sinon, il y a des ventes par les militants qui est pour une valeur de 25 €. Pour terminer,
au sein de votre groupe gauche, le Brexit et le résultat actuel, comment sont commentés? Comment vous... Bah, la sortie du Royaume-Uni dans ces conditions n'est pas une bonne nouvelle pour les peuples, pour le peuple britannique sans doute d'abord et pour les peuples européens. Mais c'est le résultat des choix actuels, des politiques actuelles. Les peuples condamnent les politiques actuelles, qui sont des politiques, qu'elles soient nationales ou européennes, elles sont des politiques d'austérité, de chômage, de désindustrialisation grave au Royaume-Uni, de précarité, d'avenir souvent bouché pour les jeunes. Et donc, c'est cette protestation-là qui a été émise. Maintenant, les conséquences, nous ne connaissons pas toutes les conséquences de cela. Moi je suis pour respecter et faire respecter le choix des Britanniques. Et en même temps, je tends la main aux travailleurs, aux jeunes, aux pacifistes, aux progressistes du Royaume-Uni pour bâtir ensemble autre chose. Je crois que cette autre chose serait une union des peuples souverains, des nations souveraines, solidaires, libres et associés. Je crois que c'est cette refonte totale de la construction européenne qu'il faut faire. Juste un mot, puisqu'on a parlé de social. Pour l'Europe sociale, si on dit à deux phrases, comment vous diriez, vous souhaitez quoi d'une Europe sociale? Une Europe sociale, c'est une Europe qui met l'ensemble des salaires en progression pour aller assez rapidement vers un salaire minimum en dessous duquel on ne pourrait pas descendre, des systèmes de protection sociale et d'assurance chômage qui protègent, qui sécurisent l'ensemble des populations, et puis un grand projet lié à l'industrie, au numérique, à l'agriculture, aux métiers de demain, qui sécurise pour tout le monde son emploi combiné avec les périodes de formation. Monsieur Patrick Le Hiarik, merci d'avoir participé à notre émission. Merci bien. Değerli izleyiciler, biz programımızın sonuna geldik. 15 gün sonra başka bir konu, başka bir konuk ile buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.